Récemment, on a beaucoup entendu Bruxelles se lamenter des comptes publics italiens, en particulier ces derniers jours, mais le gouvernement italien ne semble pas disposé à faire un pas en arrière et revoir ses comptes pour essayer de respecter les limites imposées par Bruxelles en termes de déficit et de dette nationale. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais approfondir un peu le sujet de l'économie et plus particulièrement de la dette publique pour essayer de comprendre ce que c'est. Et en réalité, je vais essayer de vous mettre au défi et de vous présenter un point de vue un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre et aller contre-tendance en un certain sens, puisque je ne vais pas simplifier la situation, je ne vais pas simplifier les concepts, mais plutôt les exposer à la lumière du jour tels qu'ils sont véritablement. Alors, on entend souvent dire, et ça ne vous aura pas échappé, que les économistes connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Mais laissez-moi vous dire que cette affirmation montre la profonde méconnaissance du public en tout ce qui concerne l'économie. C'est du moins ce qu'affirme Oliver Kahn. Oliver Kahn est un journaliste de renom. Il écrit entre autres pour le journal The Times et il parle en connaissance de cause puisqu'il a aussi travaillé pour la Banque centrale du Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est à travers ces propos que je voudrais aborder le sujet épineux et fort complexe de la dette publique, comme je viens de vous le dire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble bon de poser quelques bases fondamentales. Une en particulier qui concerne la terminologie. Alors ça vous surprendra peut-être parce qu'en général, on ne s'intéresse pas des aspects linguistiques lorsque l'on parle d'économie, mais en réalité, ça a toute son importance. Alors, comme c'est le cas dans beaucoup de domaines, il y a un reproche que l'on entend souvent revenir, mais il est plus marqué lorsque l'on parle d'économie. Le jargon économique est une épine dans le pied pour tout le monde, parce qu'on a tendance à ne pas comprendre ce dont on parle véritablement. On pense que c'est ce jargon incompréhensible qui en réalité nous embrouille encore plus les idées. On entend souvent dire que les experts ainsi que les hommes et les femmes politiques se servent d'un langage particulièrement compliqué et technique dans le seul but de nous embrouiller les pinceaux et de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec notre argent sans qu'on n'y comprenne rien. Mais l'économie a tout simplement son propre jargon, comme c'est le cas pour la médecine, la biologie, l'art, la mécanique et ainsi de suite. Mais puisque l'économie nous touche d'aussi près et aussi directement, on a tendance à croire que l'on peut tout résumer avec des mots simples et accessibles à tous et que c'est pour le bien de tout le monde, que l'on peut créer des images à la portée de tous pour que l'on puisse comprendre l'impact des différentes politiques mises en place, des différentes manœuvres entreprises sur notre vie quotidienne. Et c'est cette dernière remarque qui va me permettre de faire le lien avec ce qu'a dit Oliver Kahn lors d'une interview pour la BBC. Prenons, comme il l'a fait, l'exemple de la dette publique. Le mot dette vient du latin deberes, qui signifie devoir, le verbe devoir, soit avoir des dettes envers quelqu'un. Ce mot recèle en réalité de sens et de signification différents. Vous connaissez tous certainement la métaphore qui compare la dette publique à la dette des foyers. Alors vous connaissez ce principe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un aspect important que Oliver Kahn tient à souligner. Il s'agit d'une erreur commune que l'on fait de manière répétée à ce sujet. Oliver Kahn se remémore les élections de 2017 au Royaume-Uni. À l'époque, les conservateurs, pour le volet économique de leur programme, affirmaient qu'il fallait absolument, et je cite, « redresser les comptes publics pour parvenir à l'équilibre et rembourser la dette du pays.
parce que ce serait une erreur absurde de transmettre aux générations futures une facture que l'on ne peut pas rembourser nous-mêmes. Fin de citation. Cette déclaration, bien que séduisante et attrayante pour nombre d'électeurs, et logique au premier abord, vous en conviendrez, ne tient en réalité pas debout. Toujours selon M. Cam, bien sûr. Cette vision de la dette publique nous vient directement de Margaret Thatcher, la célèbre dame de fer, qui affirmait que la dette publique devait être gérée et perçue comme la dette d'un foyer ordinaire. Mais prenons l'exemple. Si un foyer emprunte trop, alors il va devoir revoir son budget, s'en fixer un nouveau, réduire ses dépenses et épargner davantage. Cela ne vaut pas pour une économie nationale. Un foyer sait assez précisément quels seront ses revenus pour l'année à venir et il peut donc prévoir ses dépenses en toute connaissance de cause. Mais les gouvernements n'ont pas ce niveau de certitude en ce qui concerne les recettes et les dépenses. Ils ne savent pas exactement combien d'impôts ils vont percevoir. Sans compter que les gouvernements ont tout de même des objectifs à atteindre et des obligations à respecter. Et ce, peu importe le ratio entre la dette publique et les recettes publiques, bien sûr. De plus, si un foyer réduit ses dépenses, par exemple, en dépensant moins pour les loisirs et en se concentrant sur les besoins de base tels que le logement et la nourriture, cela ne peut qu'améliorer ses finances puisque ses revenus n'en seront pas impactés négativement. Mais ça ne vaut pas pour les économies nationales. Il y a tout un système, tout un réseau de synergie en place au niveau national qui fait que des réductions d'un côté se répercutent sur un autre pan de l'économie. Si un gouvernement réduit ses dépenses, il réduit par effet domino ses recettes puisqu'il va agir négativement sur la demande agrégée. Il y a une autre différence importante. Lorsque, prenons l'exemple, je contracte un prêt immobilier, cela veut dire que j'ai à présent des dettes. Très bien. Mais ça, c'est parce que je consomme. Je ne me sers pas de mon prêt pour payer quelqu'un qui va par la suite me reverser une partie de cet argent à travers les impôts. Autre exemple, si je paie quelqu'un pour faire quelque chose, je ne récupérerai pas une partie de cet argent par les impôts non plus. Pourtant, c'est ce que fait le gouvernement. Et puisque je ne suis pas entrepreneur non plus, je ne me sers pas de mon argent pour produire des biens, ce qui me permettrait d'engendrer des profits. Mais, encore une fois, vous l'aurez deviné, c'est ce que fait le gouvernement. Ce mot « dette » recouvre donc tellement de sens que l'on pourrait multiplier les exemples à l'infini. On passerait de l'exemple de base, je te demande de me prêter 5 €, ce qui fait que j'ai une dette envers toi, tant que je ne t'aurai pas remboursé ces 5 €, jusqu'à l'exemple plus compliqué, plus complexe, de l'État qui emprunte de l'argent sur les marchés financiers pour financer la production et booster l'économie, par exemple. Certains, écoutez-moi bien, vont même jusqu'à dire que la dette publique, c'est en réalité la richesse du pays. Quel revirement de situation! Tout ça pour vous dire que vouloir reformuler coûte que coûte des questions économiques complexes avec des mots ou expressions simples peut parfois paraître une bonne idée, mais en réalité, c'est tout le contraire. Il vaudrait mieux accepter que les politiques publiques s'accompagnent de termes spécialisés, de jargon qui recèlent de sens. Et plutôt que de nous battre contre ces difficultés, nous devrions nous efforcer de les comprendre. Les idées complexes ont parfois besoin d'être exprimées, je vais y arriver, avec un langage précis et spécialisé si nous voulons véritablement les comprendre. Oliver Cam va même plus loin et dit que notre niveau de vie et nos emplois en dépendent. C'est peut-être un peu extrême, mais c'est ce qu'il dit. Mais alors, est-ce que quelqu'un a le devoir de nous aider à comprendre? Et si oui, qui? Lorsqu'on lui pose la question, Oliver Cam affirme que la classe politique devra en effet nous aider à mieux comprendre les rouages de l'économie nationale.
Mais pour nuancer ses propos, il affirme qu'il est tout de même possible de décrire certains phénomènes avec des mots simples. Mais attention, parce que je vous vois venir, il ne se contredit pas. Il dit qu'il faut toutefois le faire sans détourner le sens, en voulant simplifier outre mesure ses concepts. Et comme ça a été le cas avec la dette publique et la métaphore de la dette des foyers, où l'on a simplifié outre mesure. Oliver Kahn poursuit dans sa lancée pour dire qu'il s'agit en réalité d'une erreur avec une grande portée idéologique et qui peut même être dangereuse. En effet, aujourd'hui, la majorité d'entre nous associe la gestion du budget de l'État à celle d'un foyer. Nous avons tous cette image bien ancrée dans notre tête. Prenons un exemple simple. On peut être nous-mêmes endettés, comme on l'a vu précédemment, et une fois que l'on a contracté un prêt, on commence à le rembourser, que ce soit pour notre maison, notre voiture ou nos études. On sait tous concrètement de quoi on parle, c'est évident. Et tout à coup, on nous dit « Ah, les coffres sont vides ». Alors on réagit, on se dit « Mince, il va falloir serrer la ceinture ». Ça c'est vrai au niveau personnel, mais pas au niveau de l'économie nationale. Lorsque, personnellement, vous avez atteint le plafond en matière de découvert pour votre compte personnel, vous savez qu'il n'y a qu'une seule solution pour vous. Retourner dans le vert le plus vite possible, en faisant des sacrifices ou en trouvant d'autres sources de revenus. Mais les gouvernements, eux, ont une multitude d'options et d'outils à leur disposition. Et même si Oliver Kahn, bien sûr, ne parle pas d'un divorce complet entre les principes de la finance personnelle et de la macroéconomie, il souligne tout de même les différences remarquables qui opposent ces deux-là. On peut même dire que tant qu'un pays a sa propre monnaie nationale et ne doit pas se limiter en termes de politique monétaire à une devise telle que celle de l'étalon or, qui a entraîné la Grande Dépression des années 1930, nous n'avons aucun souci à nous faire. Il aborde également brièvement le sujet de l'État en faillite. Encore une fois, pour lui, c'est une notion insensée qui ne tient pas debout. Mais pour aujourd'hui, je pense que ça suffit et je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain compliqué. Merci.